Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, c'est bien évidemment le sujet Togo, prochain gouvernement, quel profil, pour quel portefeuille. Nous en parlons avec nos invités. Et depuis la démission du gouvernement Toméga Dogbe, les Togolais sont dans l'attente de la constitution possible, je dis bien possible, d'un nouveau gouvernement, peut-être un gouvernement de transition où on attendra que toutes les institutions soient mises en place pour le lancement officiel de la 5e République, on ne sait jamais, mais on attend, mais on se dit, au cas où on devrait former un nouveau gouvernement, quels devraient être les portefeuilles essentiels, quel profil devrait plutôt convenir à ces portefeuilles, pour quels besoins. Nous faisons le portrait robot donc des prochains ministres, que ce soit dans un gouvernement de transition, un gouvernement de la 5e République, avec nos invités. Et je voudrais bien commencer par vous, Dieudonné Sironou. Le gouvernement a démissionné, les ministres sont toujours en charge de la gestion des affaires courantes. En attendant qu'on ait un nouveau gouvernement, que ce soit avec un président de la République ou un président de conseil, toujours est-il que bientôt, ou dans un avenir proche ou un peu lointain, le Togo aura quand même un gouvernement. Quels seront, selon vous, quels doivent plutôt être les portefeuilles essentiels, pour quel profil et pour répondre à quels besoins? Oui, Guillaume, avant de revenir sur les prototypes ou alors le profil qu'il faut pour des départements à privilégier, je voudrais d'abord dire que les Togolais n'attendent pas un nouveau gouvernement, mais les Togolais s'interrogent sur l'avenir ou alors ce qui se passera après dans cette 5e République. On est dans le flou selon. On est vraiment dans un grand flou, et j'ai envie de dire que aujourd'hui, le Togo a un très grand défi à relever en termes de changement de constitution et de ce basculement dans cette nouvelle république, la 5e. D'ailleurs, toute la sous-région a à prendre le Togo comme un cas d'école, et le Togo a intérêt à réussir cette transition, ou alors ce basculement. Voilà, du cadre de la 4e République à la 5e République a vraiment un grand défi, celui de relever véritablement les attentes. Mais jusqu'ici, c'est vrai que beaucoup se posent la question sur ce qui se passera exactement après la démission du gouvernement Dogbe. Vous l'avez dit tantôt, on se pose la question si les 1 an ou alors la suite du mandat du président de la République en mandature, le président Faure Gnassingbé, sera écouté, ou alors il va avoir une démission pour aller tout de suite dans la 5e, les dispositions de la 5e République. C'est des questions qui se posent, mais je dis, il peut avoir démission ou il ne peut pas avoir aussi de démission. Le président pourra finir réellement son mandat et entamer la 5e République seront les dispositions. Maintenant, il y a une période transitoire que nous connaissons qui est de 1 an, le temps que toutes les institutions se mettent en place. Nous venons d'avoir le bureau de l'Assemblée nationale, le Sénat doit prochainement la formation du Sénat. La formation du Sénat, et que tout soit mis en place pour l'élection. Non. Est-ce que c'est une élection pour que le président du Conseil... il est élu, même si c'est sans débat, il est élu. Le président de la République. Pas le président du Conseil. Le président de la République est élu. Le président du Conseil, c'est le président du parti majoritaire. Très bien, nous attendons, on attend maintenant... Donc élection, c'est selon, ça dépend. Voilà. Le président du Conseil, qui est déjà élu, mais qui va prêter serment officiellement. Et nous attendons, ou alors le Togolais attend également le nom de ce mystérieux président symbolique qui sera président de la République. Pourquoi le président qui a de pouvoir symbolique, honorifique. Voilà, donc on entend cet oiseau rare. C'est la première fois que ces réalités vont se passer au Togo, et tous les Togolais retiennent leur souffle pour voir ce que cela va être exactement. Alors, que ce soit aussi tout de suite un autre gouvernement à mettre en place, ou alors ce gouvernement qui gère toujours des affaires courantes. Je rappelle que la gestion des affaires courantes ne peut pas permettre au ministre de prendre de grandes décisions, surtout en matière de finances. Et là, on risque de rester dans un cloisonnement qui ne dira pas son nom pour 1 an. Alors, l'idéal serait, selon nous, d'avoir un gouvernement toujours dans les mesures transitoires pour finir le mandat de la suite de la 4e République avec le président de la République. C'est beaucoup de calculs dans cette affaire. Mais
c'est un cas d'école. De toutes les façons, nous ne pourrons qu'aller à cette pédagogie. S'il y avait gouvernement dans cette période, quels doivent être les portefeuilles essentiels? Les portefeuilles essentiels, je crois que tous les Togolais le savent aujourd'hui. Nous parlons beaucoup plus de la santé. Nous parlons beaucoup plus de la sécurité devient aujourd'hui un défi continental. Et dans ce domaine, il n'y a pas à lésiner là-dessus. Nous parlons essentiellement aussi du secteur de l'urbanisme. Un secteur sur lequel je veux vraiment revenir. Il faut aujourd'hui, dans le nouveau gouvernement à former, qu'on ait un technocrate qui sache dessiner véritablement. Là, vous commencez par le secteur de l'urbanisme pour le profil. Tout à fait. Donc pour vous, c'est trois domaines sécuritaires, la santé, la sécurité et l'urbanisme. Et l'urbanisme, pour l'instant. Okay. Donc, vous commencez avec l'urbanisme aussi. Le secteur de l'urbanisme a vraiment besoin de s'illustrer dans la gestion des choses foncières au Togo. Il y a, c'est vrai, des inondations ou alors des cas de calamités naturelles que nous gérons ou alors que nous observons depuis un moment. À un moment donné, je me suis dit, il reste un ministère qui ne se fait pas entendre. Certaines fois, c'est le ministère de la Sécurité qui joue beaucoup plus sur le terrain du ministère de l'urbanisme. Malheureusement, alors que le ministère de la Sécurité est là pour gérer des crises qui vont être nées de façon spontanée. Mais malheureusement, il n'y a pas un travail sérieux fait sur le foncier à la base, et sur la cartographie réelle. Je me rappelle encore que nous sommes toujours avec la cartographie de 90 pour le plan de Lomé. Et jusqu'ici, on n'a pas connaissance encore d'une réelle cartographie de Lomé. Et tout cela relève de la compétence du ministère de l'urbanisme de faire en sorte qu'il y a une réelle politique foncière pour que les désordres ou alors les banditismes qu'on observe dans le secteur foncier aujourd'hui n'y va pas qui le veut, mais qui a le gros bras et qui a la grande poche. Voilà, j'allais même ajouter un autre secteur, la justice. On ne parlera pas du foncier sans la justice. Sans la justice. Donc, ce sont deux secteurs qui sont très clés. Et il faut véritablement que des gens qui vont pouvoir porter ces secteurs soient des gens qui soient pas trop de politique, mais qui ont des principes sérieux à implémenter au secteur pour atteindre des objectifs beaucoup plus précis. Sécurité, urbanisme, justice. Pour l'urbanisme, vous voulez un technocrate, justice, pas quelqu'un de politique, et bien des gens qui peuvent imprimer leur marque. Naturellement. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, je me dis, la justice est le grand-parent de ceux qui n'ont pas de parents. Mais malheureusement, la justice togolaise veut rester le grand-parent de ceux qui ont plus de parents. Alors, il faut quelqu'un qui ait un cœur beaucoup plus humaniste. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne font pas bien, mais il faut beaucoup plus tirer l'attention de celui-là, du prochain ministre de la Justice, pour comprendre qu'il y a réel défi à relever dans ce domaine-là. Et il faut y aller, pas avec la politique, mais avec beaucoup plus de science et de technicité. Donc, je pense que l'urbanisme et la justice font partie des secteurs prioritaires aussi de la pour sécurité. l'instant. Je parlais tantôt de la sécurité au vu des situations que nous vivons dans la sous-région et en Afrique entière. Il y a lieu que quelqu'un soit beaucoup plus attentif au mouvement sécuritaire et mettre en place des plans appropriés pour contrer et préserver la paix dans notre cher pays, le Togo. La paix reste la denrée la plus importante dont nous bénéficions aujourd'hui au Togo. Il faut quelqu'un qui puisse être encore beaucoup plus visionnaire dans ce domaine-là pour préserver cette paix et la pérenniser. Je parlais tantôt du secteur de la santé. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un aujourd'hui de savoir que le secteur de la santé au Togo, oui, malgré les grands efforts qui se font sentir, il y a beaucoup d'enjeux qui restent à vérifier. Les gens sont partis, je ne sais pas, de la contractualisation aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra nous faire un bilan précis et clair de cette affaire de contractualisation, ce que cela a apporté véritablement dans le secteur de la santé. Il faut que des gens arrivent véritablement avec une politique publique claire en matière de santé au Togo. Nous avons besoin de ces techniciens-là, pas des politiques. À tous ces niveaux, humanistes et humanitaires, il faut véritablement des gens qui puissent s'illustrer, qui vont pouvoir laisser quand même des traces indélébiles en matière d'humain.
Alors, Kokoubia Baïli Abassa, prochain gouvernement, si on devrait le former, si vous étiez consulté, quel profil ou bien quel portefeuille selon vous devrait être le plus essentiel et pour quel profil? D'accord, ok. Je pense que je vais revenir sur un petit point d'abord, si vous me permettez, alors, très rapidement, que cette phase transitoire, les institutions commençaient par être mises en place, notamment l'Assemblée nationale, qui est déjà mise en place. Donc nous sommes déjà dans la 5e République, seulement qu'il y a une cohabitation un tout petit peu. On a un pied dans la 5e et puis un pied avec les institutions de la 4e en attendant. Voilà pourquoi on peut l'appeler une période transitoire et le législateur a bien planifié les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les institutions d'un jour au lendemain. C'est pour cela qu'on a prévu 12 mois. Et heureusement que ces 12 mois précèdent presque à la fin du mandat de l'actuel président de la République. Donc on ne pourrait pas normalement comme on appelle, compresser ou bien écourter le mandat électif d'un président de la République. Donc cette cohabitation peut nous permettre d'avoir un Premier ministre, puisque après déjà la promulgation de cette loi, il y a un chef d'état-major qui a été nommé par le président de la République. Cela veut dire que le chef de l'État actuel, le président de la République actuelle, peut nommer un Premier ministre qui peut couvrir cette période avant l'installation du président du Conseil. Donc ce président du Conseil qui sera nommé, on verra plus tard, après, mais il faut comprendre que ce président du Conseil et le président de la République doivent être en place avant même que ce gouvernement ne soit formé, alors que pour avoir le président du Conseil, il faut que le gouverneur soit nommé pour que les conseils régionaux soient, comme on appelle, soient fonctionnels. On maîtrise les contrôles. Maintenant, au profil, s'il vous plaît. Maintenant, si nous revenons au portefeuille majeur que nous pouvons avoir, M. Dieudonné a évoqué quelque part très, très sérieux, par exemple, la justice. C'est le premier portefeuille qu'il faut vraiment prêter vraiment attention. Si la justice ne fonctionne pas bien dans un pays, vous ne pourrez pas avoir la paix, la stabilité. Parce que quelqu'un qui se sent, c'est-à-dire que lésé quelque part, il va à la justice, on le déroute ou bien on le triche même à la justice, là où on doit, comme on appelle, on doit lui faire justice, on le triche là-bas. Cette personne, à un moment donné, n'a plus rien à perdre et cette personne est prête à faire de n'importe quoi. Donc, au ministère de la Justice, il faut amener quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui soit un humain. C'est vrai, ceux qui sont là sont en train de faire... Ils sont tous humains, quand même. Ils sont tous humains, mais quelqu'un quand même beaucoup plus dans le contrôle des actions des juges et les parajudiciaires. Ceux qui travaillent dans le parajudiciaire. Il faut quelqu'un vraiment très sérieux dans ce domaine. Le domaine de l'urbanisme, nous sommes en train de penser que le problème reste à Lomé, alors qu'à l'intérieur du pays même, ce problème est crucial. Il faut vraiment, s'il faut avoir un ministre et des ministres délégués qui vont s'occuper de certains volets, que Lomé et l'intérieur du pays soient vraiment mis sur un certain nombre de choses. Le problème de titres fonciers et autres, le problème de double vente, de triple vente, continue toujours de faire du mal dans ce pays. Ce volet doit être privilégié par le nouveau Premier ministre avec ses propositions des ministres qu'il fera. Il y a un ministère vraiment qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le ministère du Plan. Il est temps que le ministère du Plan s'occupe de la planification et de l'évaluation des politiques publiques. C'est un ministre qui est en quelque sorte transversal. On ne peut pas se limiter au suivi évaluation de nos projets. Suivi évaluation, cela veut dire que la personne est interne au projet et il est, comme on appelle, partie prenante vraiment, c'est-à-dire un décideur de, comme on appelle, mais un observateur externe des politiques publiques nous dira quels sont les impacts réels de nos projets sur la population. Et il faut toujours mesurer ces impacts. Aujourd'hui, nous disons qu'au niveau de la savane, c'est là où il y a plus de, comme on appelle, d'indices de pauvreté plus élevé, là où l'indice de pauvreté est plus élevé. On a déployé des milliards pour des projets là-bas. Faut pas qu'on revienne nous dire juste que tel projet on a dépensé tel milliard et que des citoyens viennent se pointer devant les caméras pour dire nous sommes satisfaits. Ce n'est pas suffisant. Parce que devant les caméras, je ne vois pas un citoyen qui viendra vous dire que je ne suis pas satisfait de ce projet. Mais un évaluateur de politique publique qui va
avec un esprit beaucoup plus scientifique, avec des méthodes beaucoup plus scientifiques, peut nous apporter les impacts réels. On n'a pas forcément besoin de communiquer largement sur ces impacts réels, mais ça nous permettra de rectifier des projets qui n'ont pas d'objectifs clairs ou bien qui n'aura pas d'impact positif. Donc, il faut vraiment que nous ayons au niveau du ministère de la Planification une évaluation d'impact des politiques publiques. Cela permettra de limiter certaines dépenses inutiles à certains niveaux. Il y a le ministère de Mines et de l'Énergie, la société. Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il faut vraiment qu'on accélère dans ce domaine, qu'on ait un ministère, pas forcément rattaché à la présidence, mais un ministère vraiment totalement autonome, un ministre vraiment puissant. Ça peut être un ministre d'État puissant qui peut vraiment décider dans ce domaine, que ça serait le même que le ministère de l'eau et de l'assainissement. L'assainissement de nos villes pose vraiment de grands problèmes. Le ministère de l'urbanisme, le ministère de la protection civile, qui est rattaché actuellement au ministère de l'économie, au ministère de la sécurité, et le ministère des actions sociales. Ces ministères-là, je ne sais pas quelle magie il faut faire pour vraiment les mettre ensemble, pour que le travail soit fait d'une façon correcte. Vous préférez qu'on les mette ensemble? Je préfère qu'on les mette ensemble. Et qu'on ne met plus la coopération au niveau du ministère du plan, mais que la coopération soit rattachée au ministère des Affaires étrangères, en bonne et due forme. Et s'il y a des discussions avec les institutions de Bretton Woods, s'il faut discuter directement avec le cabinet du président de la République, que cela soit fait ainsi, mais que la coopération soit rattachée au ministère des Affaires étrangères. Je m'arrête là, sinon il y a plein de ministères. Il faut vraiment... Pas le temps à vous seul. Donc permettez qu'on ait un peu aussi les propositions d'Ibrahim Adja. Si on devait former un prochain gouvernement, pour vous, quels devraient être les portefeuilles les plus essentiels? Pour quel profil? Non, je suis très content parce que vous avez dit si. On devait. Donc, on sait que ça dépend du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Il est libre de former un gouvernement ou pas. Mais quand vous interrogez les compatriotes, le souhait est qu'on ait un gouvernement. Parce que ce gouvernement qui a démissionné et qui conduit les affaires courantes, si on doit garder ce gouvernement jusqu'en mai prochain, vous voyez que ça peut créer vraiment des problèmes auxquels on ne s'attendait pas, parce que ces ministres-là ne pourront pas prendre certaines décisions pour le bien de la République. Bon, maintenant, revenant au portefeuille, moi, je pointe en premier le secteur de l'énergie. Et nous avons eu des soucis ces derniers temps avec l'électricité et tout ça là, donc il va falloir que on trouve un technocrate qui soit à ce niveau, un fin négociateur, quelqu'un qui s'y connaît en matière d'électricité, bien évidemment. Quand on associe aussi les mines, donc il va falloir qu'on puisse contrôler aussi les mines et voir éventuellement l'apport de ces mines-là dans le budget national, parce qu'aujourd'hui, quand vous questionnez le budget, la loi de finances, c'est difficile de voir la traçabilité des phosphates, par exemple. C'est difficile de voir la traçabilité de l'or et tout ça là qu'on exploite entre griffes de façon artisanale, c'est ce qu'on nous dit. Mais quand vous y fouillez, derrière cette exploitation artisanale, vous voyez des cartels. Donc il faudrait qu'on assainisse ce milieu pour que les ressources que nous avons puissent profiter à l'État. Et je vais aller aussi vers l'agriculture, parce que aujourd'hui, il y a un problème sérieux en matière de denrées alimentaires. On dit que l'agriculture occupe près de 110% de la population, mais ce qui se passe actuellement sur le terrain avec la rareté de ces produits agricoles, mais ça pose un sérieux problème. Donc il va falloir qu'on trouve au ministère de l'Agriculture quelqu'un qui s'y connaît et qui intègre aussi les enjeux mondiaux, parce que quand on parle des enjeux mondiaux, on parle de changement climatique lié en même temps à la sécurité alimentaire. Et donc, si on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui va dans la prospective et dans l'anticipation, nous risquons de nous retrouver et peut-être les mois à venir dans une disette totale, et ça vraiment, ça serait un facteur qui va beaucoup empiétrer sur la sécurité, parce que quand on parle d'un ventre creux, vous savez ce que ça donne comme réaction. L'homme en situation, voilà, n'a point d'oreille. Donc, votre famille n'a point d'oreille, dit-on. Et il faut aller aussi vers les infrastructures, parce que tout ce que nous avons comme
infrastructures actuellement, sans vous mentir, ça ne répond plus aux critères de ville moderne. Lomé que nous voulons moderne, une ville moderne, comme le dit Lomé, la coquette, ce n'est plus ça. Donc il va falloir réfléchir maintenant à des infrastructures modernes, des infrastructures qui répondent aux besoins et au poids de mobilité et de transport. Dans notre pays actuellement, quand vous sillonnez un peu dans la ville de Lomé, vous voyez que on aurait dû ériger certaines infrastructures pour décongestionner les grandes artères de Lomé. Quand déjà jusqu'à 10 heures, il y a toujours de l'embouteillage sur certains axes, c'est pas bien. Il faut aussi penser à tout ce que nous appelons assainissement. Avec les derniers pluies, nous avons vu comment nos bassins de rétention ont été éprouvés. Donc il faut maintenant voir comment aller vers des techniques ou bien des dispositifs beaucoup plus sophistiqués, de manière à ce que ces bassins d'eau, quand il y a un recueillement d'eau, que l'eau soit drainée vers les exutoires qu'il faut. Pour ces profils que vous venez ces portefeuilles, donnez-nous rapidement les profils nécessaires, s'il vous plaît. Bon, pour les profils, je dis, pour les infrastructures, il faut quelqu'un qui comprend un peu les enjeux et qui a frotté avec le modernisme. Ce ne sont plus des gens qui vont venir continuer ce qui les gens ont toujours l'habitude de faire. Donc il faut quelqu'un, un urbaniste, quelqu'un d'aguerri, un très bon architecte ou bien un bon ingénieur qui va proposer des ouvrages qui vont durer dans le temps, des ouvrages qui vont nous aider à résoudre les problèmes que nous avons au quotidien. Mais je voulais aussi revenir sur le cas de la défense. Il faut nécessairement un ministère de la Défense. Quand je parle du ministère de la Défense, le plus souvent, c'est rattaché à la présidence. Mais si on a un ministre de la Défense, parce qu'aujourd'hui, la question de sécurité en matière de terrorisme et tout ça là, ce n'est plus la question de sécurité interne. Il faut maintenant défendre la patrie. Et ça, avec les mouvements qui se mettent en place au niveau de l'AS et tout ça là, et je pense qu'on doit avoir aussi du répondant. Quelqu'un qui s'occupe uniquement que de la défense, qui va être en coopération avec les autres pays de l'AES qui sont en train de s'organiser pour venir à bout du terrorisme, parce que le terrorisme, quoi qu'on dise, ça menace toute la région ouest-africaine. En dehors de ça aussi, il y a l'aspect de coopération dont nous parlons, parce que quand il s'est agi de mettre en place des stratégies pour lutter efficacement contre les terroristes, on a parlé de la coopération militaire. La coopération militaire, donc il faudrait que quelqu'un qui soit à la défense pour pouvoir chapeauter. Je ne vois pas forcément un militaire ou bien un officier, mais je pense plutôt à un juriste qui va d'abord comprendre les tests, qui va savoir que, bon, en matière de défense, il y a la force brute qu'il faut, la force publique, bien évidemment, qu'il faut utiliser, mais il y a aussi ce que nous appelons connaître aussi les lois et savoir dans les contextes où il faut agir. Merci beaucoup. À vous, Ibrahim Acha, merci également. À vous, Dieu donne si Abassa. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais comme d'habitude, avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je sais que le temps ne vous a pas suffi, mais on est contraint donc d'arriver à terme de cette émission. Je commence par vous, Abassa, pour vos mots de fin. Mon mot de fin, je reste toujours sur ce sujet qui me préoccupe assez. La divulgation des animaux dans nos villes, que cela s'arrête parce qu'aujourd'hui je suis confronté encore à un problème sur la route. En pleine pluie là, quand j'allais au service, j'ai rencontré des animaux qui traversaient la route et il faut attendre pour que les animaux... Et ils sont en train de laisser les déchets sur la route, une route bien construite dans la ville de Lomé ici. Que ces histoires s'arrêtent pour que notre ville soit beaucoup plus belle pour nous et beaucoup plus vivable. Et profiter de votre antenne pour remercier l'un de nos auditeurs qui est à la primature, un planificateur à la primature, monsieur Obeye Kokou. Merci beaucoup. À vous, Kokou Viabayili Abassa, vous êtes économiste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi de passer sur vous. Ibrahim Acha, vos mots de fin. Oui, bon, il faut faire un appel aux autorités par rapport au problème d'assainissement, parce que ce qui se passe actuellement avec les inondations, avec les pluies, vous savez que le lien a en même temps fait avec la santé. Actuellement, vous voyez, il y a presque une crise qui ne dit pas son nom en matière de paludisme. Dans tous les foyers, vous voyez
des ménages qui sont très éprouvés par le paludisme. En dehors de ça, il y a aussi des maladies diarrhéiques, parce que quand on parle des inondations, c'est tout ce qui, en tout cas les microbes qui se baladent un peu partout, les microbes. Au-delà de ces microbes, on parle aussi de ce que nous appelons en tout cas, tout ce qui est comme vecteur, les bactéries, voilà, vecteurs, pour pouvoir donner des pathologies aux gens. Donc il faut vraiment agir sur ce plan et en même temps appeler les autorités aussi par rapport à certaines zones. Les zones où il y a souvent des inondations, il faut qu'il y ait l'accès à ces zones, donc les infrastructures, la route et tout ça là, il faut les tracer, il faut faire en sorte que ces zones là ne soient pas coupées du centre urbain. Et là vraiment c'est pas du tout bien. Quand il y aura certains soucis pour évacuer les gens, il n'y aura pas de moyens, il n'y aura pas de route pour aller les chercher. Merci beaucoup à vous Ibrahim Acha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je donne ces nouveaux mots de fin. Alors Guillaume, je voudrais dire en ce qui concerne le nouveau gouvernement éventuel qu'on aura, il faut beaucoup plus, on ne pourra pas citer tous les départements, il faut beaucoup plus regarder le profil et la réalité du terrain. Lorsque vous prenez par exemple le secteur de l'agriculture, celui qui a fait, je ne sais pas, l'agriculture en Ukraine ne pourra pas comprendre forcément les réalités du terrain agricole togolais. Et ça, dans tous les domaines précisément. Quels que soient les gros diplômes que vous n'avez pas forcément les réalités togolaises. Voilà, les réalités du terrain pour pouvoir donner la solution, trouver ou alors chercher la solution qu'il faut. Et donc, merci à tous. Et je rappelle que les secteurs privés en matière de l'économie doivent vivre. Lorsque j'observe des petites boutiques, des baraques de certaines bonnes dames fermées devant moi, en plus un policier, et parce que le policier est envoyé pour le faire, faute de paiement de recettes, je me dis, il y a encore quelque chose qui se... Paiement des impôts, je veux dire. Oui. Il y a encore quelque chose qu'on doit véritablement régler lorsqu'on parle du climat des affaires qui est assez assaini et favorable au Togo, mais que le petit commerçant souffre. Il faut qu'on mais l'impôt doit être payé quand même pour ce n'est pas un débat, s'il vous plaît. Merci beaucoup l'État ne vit pas. Pour vos contributions. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Nous disons merci également à Richard Kofanga à la réalisation, à Xavier Koudano à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.